Je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu Santo-Stefano, je travaille chez Joli Code, une agence à Paris dans laquelle on fait du Symfony toute la journée, du JavaScript, du Docker, du Elasticsearch et plein d'autres technos cool et modernes. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et GitHub, @welcomatic. Le talk que je vais vous présenter, c'est basé sur un retour d'expérience que j'ai eu sur un projet sur lequel j'ai bossé chez Joli Code, à savoir Webus. Webus est venu nous voir en nous demandant de refaire leur site, une refonte totale de webus.com au niveau européen. Donc européen, ça veut dire plusieurs langues. Au total, ils avaient besoin de traduire leur site en 6 langues. Et ils avaient besoin de traduire leur site, ça veut dire qu'ils avaient besoin de traduire l'interface, de traduire le contenu et de traduire les URL. Donc ça fait beaucoup de choses. Ces 3 choses-là sont nécessaires pour le déploiement d'une application au niveau international, donc quelques pays ou la planète entière. Et nous, on va plus particulièrement se concentrer aujourd'hui sur la traduction de l'interface. Parce que le contenu et les URL, c'est aussi de la traduction, mais c'est géré de façon différente. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'interface. Et la promesse que je vous fais, c'est de vous donner un processus de traduction fluide qui vous permet de traduire vos applications avec des outils dédiés pour chaque intervenant du projet. On va détailler tout ça. Avant de détailler tout ça, je vais faire une petite parenthèse en intro sur 2 termes qu'on voit souvent quand on recherche des ressources sur la traduction, même pas forcément que pour la traduction web, pour la traduction de logiciels en général. C'est I18N et L10N. Alors, le W3C a proposé des définitions pour ces 2 abréviations que je vais reprendre. I18N, donc, qui veut dire internationalisation. Pour la petite anecdote, le 18, c'est le nombre de lettres qu'il y a entre le premier I et le dernier N du mot. Donc c'est plus facile à écrire, et c'est plus facile à prononcer aussi. L'internationalisation, c'est une étape dans la conception d'une application qui permet de localiser plus facilement par la suite l'application pour un public défini. En gros, pour nous, ça veut dire mettre des clés de traduction dans Twig. Mais aussi définir des filtres Twig qui vont formater les nombres, les dates, les devises d'une certaine manière selon une locale. Et ça va même encore plus loin, c'est qu'après on va pouvoir personnaliser les couleurs selon le public. Il y a des pays ou des cultures dans lesquelles les couleurs ont une signification, il va falloir adapter ça par rapport au public qu'on vise. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là dans Twig. On a des clés de traduction qu'on traduit. Les clés de traduction, on peut leur passer des paramètres. On peut aussi leur passer le filtre raw à la fin si elles contiennent du HTML pour interpréter l'HTML. Et les formats de date en bas, on voit un format français, un format américain. La localisation. Donc L10N, même anecdote, le 10 c'est le nombre de lettres entre le premier L et le dernier N. Et la localisation, c'est vraiment là la traduction. C'est-à-dire que c'est l'étape où on va avoir besoin de traducteurs, mais aussi on va avoir besoin de personnes qui sont natives des pays qu'on cible, pour savoir comment est interprétée une couleur, une forme, un symbole, ou une formulation de phrase. Donc ça va être l'étape vraiment de traduction et d'adaptation de notre application à un public visé, qui ne parle pas la langue, qui ne parle pas notre langue en fait. Les traductions dans Symfony, c'est un système de clés-valeurs. On va avoir des clés de traduction qui vont respecter une nomenclature, et on va avoir des valeurs. Donc les valeurs, ça va être les traductions dans les langues effectives, en français, anglais, russe, chinois. Et ça se présente sous ce format-là. C'est un format qui s'appelle XLIF, qui a été standardisé par un organisme qui s'appelle l'Oasis. Le 7 mars dernier, Oasis a dit, voilà, le standard de format de fichier pour la traduction, maintenant, c'est XLIF. Le reste, voilà. Maintenant, c'est XLIF. Et donc, dans Symfony, ça se présente sous cette forme-là. C'est des units qui contiennent une source et une target. Donc, la source va être la clé de traduction et la target va être la traduction de cette clé. Dans Symfony, on a aussi l'histoire des domaines. Si vous avez déjà fait de la traduction, vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est pas évident pour tout le monde au début. Même nous, au début, on a eu un peu de mal avec ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal. Les domaines, en fait, ça va vous permettre de séparer vos clés de traduction selon des parties de votre application. Il y en a par défaut dans Symfony, des domaines. Il y a Messages, Validators, Root. Donc c'est explicite, on voit bien. Bon, Messages, c'est pas très explicite, mais c'est le domaine par défaut dans lequel on va mettre toutes nos clés de traduction. Validators, ça va concerner les messages de validation ou d'erreurs de validation dans nos formulaires. Root, ça va concerner donc les URL. Et on peut créer les nôtres. Si on a besoin de créer un domaine pour l'admin, par exemple, EasyAdmin Bundle a son domaine de traduction. Et on peut en créer un pour les emails, pour des factures, pour tout un tas de choses si vous avez besoin dans vos applications. Alors, traduire son application, qu'est-ce que c'est, quoi, comment, quand, etc.
Déjà, quand, c'est à mettre en place le plus tôt possible. Même si au début d'un projet, votre client vient vous dire, ou vous avez un projet que vous avez envie de faire en vous disant « bon, je n'ai pas forcément besoin de plusieurs langues », c'est toujours intéressant d'introduire la notion de traduction, parce que même si vous n'avez pas besoin de plusieurs langues à terme, vous allez pouvoir décorréler le texte que vous affichez dans votre interface du code. Et c'est toujours plus facile de modifier du texte dans un fichier qui référence tous les textes que d'aller repiocher dans une vue Twig ou dans un contrôleur un peu planqué au fond de son appli si on veut changer un texte. Traduire son application, ça va impliquer des ressources, tant techniques que humaines. On va avoir des outils, on va avoir des gens qui vont manipuler ces outils, donc nous, les développeurs. Et le but, ça va être de déployer notre application dans plusieurs pays, ou en tout cas à destination de plusieurs publics, qui ne parlent pas tous la même langue, qui n'ont pas tous les mêmes codes et pas tous les mêmes références. Et pour traduire notre application, on va se baser sur des standards. Alors tout à l'heure, je parlais de Xleaf en introduction. Avant Xleaf, il y avait PO. PO, c'est un format de fichier qui est issu de getText. getText, c'est une librairie C qui permet de faire de l'internationalisation de programmes. Et son petit frère MO, qui est la version compilée. Et donc Xleaf, qui est le nouveau standard défini par Oasis. Xleaf, c'est un dérivé du XML, donc c'est ce qu'on a vu en intro tout à l'heure. Et pour manipuler ces formats de fichiers, on a des outils. Donc, historiquement, on a POEdit, qui est un logiciel relativement connu dans le monde de la traduction, qui est un logiciel lourd, qui est disponible sur Windows, Mac et Linux. Et on a aussi tout un tas de services en ligne qui sont capables d'ingérer des fichiers de traduction sous différents formats et de proposer une interface pour, à partir des clés de traduction, remplir les traductions dans différentes langues et nous restituer les fichiers sous le format qu'on souhaite. Donc ces outils existent et il y a des gens avant nous qui ont traduit des applications, et notamment les CMS et les CMF, donc WordPress et Drupal par exemple, qui historiquement tous les deux utilisent les points .po, parce qu'à l'époque des débuts de ces logiciels-là, c'était un peu le standard, c'était complètement le standard même. Et ces deux CMS proposent des plateformes sur lesquelles sont hébergés les fichiers PO, et tout le monde est invité à contribuer. Et les recommandations pour les développeurs et les contributeurs de traduction, c'est d'internationaliser les plugins ou les modules WordPress ou Drupal et de fournir au moins une langue. Parce que si on affiche les clés de traduction dans l'interface, l'utilisateur va être un peu perdu. Donc, fournir au moins une langue. Donc tout ça, c'est chouette, mais c'est pour des grosses communautés et c'est pas vraiment ce dont nous, on va avoir besoin. Et en plus, PO, c'est un format qui, du coup, n'est plus standard, enfin, qui le reste de toute manière puisqu'il l'a été. Mais maintenant, le standard recommandé, c'est Xleaf. Et on a du bol parce que Symfony, depuis le tout début, recommande Xleaf, même avant que ce soit défini en tant que standard, puisque c'est un dérivé d'XML, donc ça s'adapte bien aux technologies web, puisqu'on a l'habitude d'en manipuler depuis longtemps. Comme je disais, c'est un standard qui est maintenant défini par le consortium Oasis. D'ailleurs, Oasis ne fait pas que Xleaf. Hein. Oasis, c'est un consortium qui définit plein de normes qu'on voit souvent passer, SAML, j'ai oublié, il y en a vraiment une pelletée, il y a peut-être 50, je crois. Il y a des working groups, il y en a peut-être 50. Donc le Xleaf, pour nous, c'est adapté pour le développement web, comme je disais. Et c'est surtout utilisable avec les outils qui permettent de localiser notre application. Donc des outils en ligne ou POEdit, capables d'interpréter ces fichiers. Donc ça se prête bien à l'exercice de traduction d'une application Symfony. Maintenant, on va attaquer dans le dur. Quels sont les problèmes et les difficultés quand on veut traduire une application? Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants dans un projet. Il y a des intervenants techniques, développeurs back, développeurs front, intégrateurs, et des intervenants non techniques. Donc du coup, les traducteurs, les chefs de projet, les testeurs, les rédacteurs. Il y a peut-être plein d'autres types d'intervenants que j'oublie selon les projets et les métiers sur lesquels vous travaillez. Mais il faut séparer technique et non technique, puisque la traduction, ça va être à la fois le rôle des développeurs d'inclure des clés et à la fois le rôle de personnes non techniques pour traduire les applications. Ensuite, en problème, on va avoir des problèmes qui sont liés à la gestion des messages. Il va falloir définir qui est responsable de l'ajout de nouvelles clés de traduction dans notre application. Il va falloir définir une nomenclature de clés pour qu'on essaye de ne pas nommer les clés n'importe comment et surtout pas selon l'humeur du développeur du jour, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver, on ne va pas savoir où retrouver cette clé dans l'application. Il faut avoir un nom normé pour savoir où se trouve la traduction effective sur l'interface utilisateur. On va avoir le problème de la gestion des messages quand on va vouloir sortir une nouvelle fonctionnalité. Synchroniser le développement d'une fonctionnalité, donc le code et sa traduction,
il va falloir faire communiquer les développeurs et les traducteurs, parce que si on a fini de développer la feature mais qu'elle n'est pas traduite, on va se retrouver avec des clés de traduction dans l'interface qui n'est pas géniale. Et à l'inverse, si les traducteurs ont fini de traduire les clés de traduction, mais que nous, on n'a pas fini les fonctionnalités techniques, on ne peut pas déployer la feature. Donc, il va falloir synchroniser ces deux mondes-là. Et enfin, il va falloir trouver une solution pour le déploiement de la correction de messages. Je pense que tous les gens ici qui ont un jour eu à traduire une application ont déjà eu un chef de projet qui est venu leur faire toc-toc sur l'épaule en disant « J'ai oublié un S sur un mot sur la home page, est-ce que tu peux déployer le plus vite possible ?» Ça, c'est pas génial. Ça interrompt un sprint, ça interrompt le développeur, on est dépendant du développeur. S'il y a besoin de corriger une faute dans une page le week-end, le samedi soir à 23 h, eh ben, il faut déployer. Il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Puisque voilà, donc le déploiement, corriger une faute égale déployer l'application, donc c'est vraiment pas agile. Ça interrompt le développeur, ça interrompt le process, ça interrompt plein de choses, et c'est pas viable. Ensuite, des problèmes sur le stockage des messages. Il y a le stockage version propre, entre guillemets, où on stocke les clés de traduction dans un service en ligne, comme je disais au début par exemple. Ou alors on n'a pas besoin de service en ligne, on stocke juste les points XLF dans notre répertoire Git. Et il y a le stockage des messages qui est un peu plus douteux. Un CSV sur un FTP qu'on va récupérer, qu'on va modifier, qu'on va reuploader, ou un truc que j'ai déjà vu pour de vrai, un Excel qui se balade en pièce jointe d'un email entre les traducteurs et les développeurs et que chacun va lire ou modifier. Donc pas bonne idée du tout, le Excel en mail. Côté front-end maintenant, parce que ça va aussi être un problème, si on a du JavaScript et qu'on a des appels Ajax, par exemple, on va devoir être capable d'afficher du texte en JavaScript, et ce texte, il faut qu'il soit traduit. Alors on pourrait se dire, bon, on va dumper toutes les traductions qu'on a dans nos XLF, on va les mettre dans un gros objet window.translations, et ça va aller. Le problème, c'est qu'on peut potentiellement leaker des infos sensibles. Si vous dumpez tous vos XLF, dont l'admin, dans un objet front-end, eh ben vous allez vous retrouver avec tous les labels de boutons, de champs, etc. et les messages de validation de votre admin, donc ça peut potentiellement leaker des infos sur ce que vous manipulez, comment vous manipulez, etc. Donc c'est pas terrible en termes de sécurité. Et en plus de ça, si on met tout en JS et qu'on réaffiche tout en JS, il va falloir redévelopper toute la gestion de paramètres, qu'on peut passer une clé pour remplacer un placeholder. Il va falloir redévelopper toute la gestion du pluriel, puisque avec Twig, on a la chance d'avoir ça, c'est qu'on peut gérer le pluriel dans plein de langues. En français, on connaît les règles de pluriel, mais si demain vous avez une application à traduire en russe, moi personnellement, je ne connais pas les règles de pluriel en russe, et apparemment c'est velu. Donc c'est pareil, si on fait cette solution de mettre toutes les traductions dans un objet JS, il va falloir redévelopper la gestion du pluriel. Donc je pense que vous avez compris, arrivé là, on a juste envie de faire demi-tour et de se dire il y a trop de problèmes, ça va être trop pénible, on va pas s'en sortir. La traduction, vous savez quoi, on va faire un deuxième site et on va remettre le texte en dur. Non, c'est pas viable non plus. C'est pas trivial la traduction, ça s'anticipe, ça se chiffre dans un devis. Ça prend du temps de réfléchir aux besoins qu'on a. Est-ce qu'on a des traducteurs à disposition, est-ce qu'on n'en a pas, et est-ce qu'on traduit automatiquement avec Google Trad ou pas. Il faut prendre le temps de mettre en place un workflow de traduction pour être efficace. Et maintenant, on va essayer de régler la plupart des problèmes qu'on vient de lister. Avant ça, on va faire une parenthèse sur les solutions maison, et pourquoi on ne choisit pas une solution maison, et pourquoi on utilise des outils qui existent, qui sont battle-testés. Puisque justement, les solutions maison sont rarement battle-testées, sauf dans des grosses boîtes qui font plein de projets, qui ont un truc solide en interne, qui ont mis du temps à le développer, qui a pris le temps, par exemple, d'un projet entier. Les solutions maison, elles sont souvent spécifiques à un projet, à une équipe ou à un client. Donc, il faut, s'il y a de la documentation, tant mieux, c'est cool. Est-ce qu'elle est complète? Et s'il n'y en a pas, comment on se sert des solutions? Et c'est rarement industrialisable, c'est basé sur rarement des standards. J'en ai croisé pas mal des solutions maison, et c'est souvent compliqué de se mettre dedans. Donc on va essayer d'utiliser des choses standards, puisque les solutions maison, donc il y en a qui ont essayé, vous connaissez la suite de la phrase. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des services en ligne qui nous proposent ce genre d'interface pour les traducteurs, donc de gérer plusieurs langues dans une interface, et comme ça, le traducteur n'a pas besoin d'accéder à votre back-office, il se crée un compte sur une plateforme en ligne, il fait les traductions qu'on lui demande, et nous, on les récupère. Donc il en existe plein, là c'est un exemple, ça s'appelle Loco, il y a Transifex, il y a PhraseApp, il y a PO Editor, il y a LingoHub, il y en a à l'appel, vous tapez Translation SAS, dans Google, il y en a plein.
Et ça va nous permettre de déléguer l'interface de traduction. Donc en plus, on va avoir un service qui nous permet de ne pas développer cette interface. Donc on va gagner du temps. Le truc, c'est que ces services-là, en général, ils proposent une API, c'est comment on va s'y connecter pour récupérer les traductions qui ont été faites. On a de la chance, Symfony est un écosystème très riche, très fourni, il y a plein de bundles, et il y en a qui gèrent la traduction. Alors c'est un tableau un peu récap de tout ce que j'ai pu essayer dans différents projets. De base, on connaît tous dans Symfony, Symfony Translation, qui est le composant de traduction de base. Et il y en a plein d'autres. Il y a JMS Translation Bundle, qui a sa réputation. Il y a Lexic Translation Bundle, qui lui a pris le parti de stocker les traductions en base de données. Ça peut être utile dans certains cas. Et tout récemment, ça fait un peu plus d'1 an, je crois, il y a PHP Translation qui est arrivé et qui, lui, a rempli toutes les cases en vert de tous les besoins que nous, on avait pour le projet Webus. À savoir, il est maintenu, il y a un extracteur de clés, il y a un dumper pour écrire dans les fichiers, il y a une interface graphique qui permet de gérer en tant que développeur ou intégrateur les clés de traduction. Ça gère les domaines. Alors ça, c'est selon comment on stocke les choses. Ça communique avec les SaaS, puisque dans PHP Translation, on va avoir des clients d'API pour les software as a service. C'est extensible, on peut évidemment étendre un peu tout ce qu'on veut. Et surtout, le stockage, ce n'est pas uniquement dans les fichiers. C'est aussi dans les API des software as a service. Et là, ça va nous intéresser, puisqu'on va pouvoir coupler les deux. Donc l'organisation PHP Translation, c'est Tobias Nyholm, j'espère que je le prononce bien, qui a monté cette organisation sur GitHub. C'est lui qui est à l'origine de Happier Translation Bundle et qui a fait pas mal de contrib aussi sur JMS Translation, donc il connaît bien le sujet. J'ai mis un peu, donc c'est 2 contributeurs principaux et donc il y a moi aussi dans l'histoire, j'ai un peu contribué dessus et un de mes collègues qui bosse avec moi chez Jolicode, Damien, qui est juste là d'ailleurs, coucou, qui a contribué dessus aussi, et tous les autres contributeurs. Donc merci à tous ceux qui contribuent à ce projet, parce que c'est vraiment ce qui nous a permis en tout cas de régler pas mal de problèmes sur la traduction, et on va le voir maintenant. Tout ça, PHP Translation, c'est un ensemble d'outils pour l'internationalisation de nos apps. On va avoir 4 choses principales. On va avoir une classe qui représente les messages, donc une clé et sa traduction. On va avoir un extracteur, qui est en fait le même que Symfony Translation, qui va être capable d'extraire une clé de traduction du code, donc de Twig, d'un contrôleur, de tout ce qui appelle la traduction. On va être capable de l'écrire à la fois dans les fichiers XLF de Symfony et de l'envoyer sur les API des software as a service grâce au storage adapter. Un storage adapter, il faut bien comprendre ce concept, c'est une interface de base, et les storage adapters vont nous permettre d'écrire à différents endroits, soit dans les fichiers, soit dans les API. Ou les deux en même temps, c'est même carrément possible. Et le dernier truc, c'est les translators. Alors ça, je ne vais pas trop en parler parce que je ne l'ai pas essayé. C'est des outils qui nous permettent de traduire automatiquement du texte avec les API Google Translation ou Yandex ou Bing. Donc ça nécessite des clés d'API payantes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est très bien. Si vous n'avez pas de traducteur sous la main, c'est peut-être un point à aller creuser. PHP Translation, c'est framework agnostique. À la base, c'est un ensemble de packages PHP. Il y a un bundle pour Symfony, il y a un package pour Laravel. Il y a au moins une personne dans la salle, je sais qu'elle fait du Laravel. Ça supporte plusieurs services en ligne, donc locaux, comme je vous montrais au début, le screenshot, Transifex, PhraseApp. Tout n'est pas supporté, donc si vous utilisez d'autres services en ligne, vous êtes les bienvenus pour contribuer. Donc dans le dur, le bundle Symfony, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de configurer des storage adapters, donc soit des services en ligne, soit les fichiers locaux, soit les deux en même temps. Il nous propose 4 commandes, donc pour extraire les clés, pour télécharger les traductions depuis les API, pour synchroniser nos fichiers locaux et les API, et pour avoir enfin le statut local des traductions qu'on a dans nos fichiers par rapport à l'API. Est-ce qu'il nous en manque? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas à jour? Est-ce qu'il y en a qui sont obsolètes? Et le dernier gros morceau, c'est des outils d'édition de messages. On va en avoir 3, et ça va être ces 3 outils-là qui vont nous intéresser pour chaque type d'intervenant. On va avoir le panel profiler dans le profiler de Symfony qui va être pour nous les développeurs. On va avoir une interface web qui va être un peu l'équivalent de ce qu'on a vu dans Loco, mais à l'intérieur de notre application. Et on va avoir un edit in place qui permet d'éditer directement les traductions sur le front de notre appli. Tout ça, ça se configure très simplement. Donc Composer Rec avec Flex, comme montrait Fabien ce matin, PHP Translation. Alors, il n'y a pas d'alias, c'est une recip contrib sur Flex. Donc on installe ça, on a ce fichier-là, on définit les locales dans lesquels on veut traduire notre application,
Le reste, les dossiers, c'est tout par défaut. Donc, on va aller chercher les clés de trad dans SRC, dans Templates. On exclut les tests, on exclut le cache, les data, les logs. Et moi, là, j'ai configuré un remote storage, à savoir Loco, un service en ligne. Et en dessous, je configure Loco, je lui donne ma clé d'API, je lui dis que mon projet s'appelle app et que j'utilise la config app. Petit aparté sur un service qui peut vous être utile en environnement de test. Imaginez, vous écrivez un test qui va vérifier que quand l'utilisateur est connecté, on affiche bien bonjour, nom d'utilisateur. OK, cool. Si vous changez votre test et que vous le faites en anglaise, vous allez devoir tester hello, nom d'utilisateur. C'est pénible parce que si un jour un traducteur décide de remplacer hello par hi, et ben, du coup, votre test il casse. Et comme les traducteurs ont la main directement sur les traductions, et ben, vos traducteurs peuvent potentiellement péter vos tests. Donc ce noTranslator, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va décorer le translator par défaut de Symfony. Et il va juste retourner l'ID. Donc l'ID, c'est la clé de traduction. Il ne va pas faire de traduction. Sauf pour les routes, pour garder l'internationalisation de vos routes si vous en avez. C'est un sujet à part dans lequel j'en parlerai peut-être dans une prochaine conférence un jour, on ne sait pas. Mais toujours est-il que noTranslator, ça vous permet de l'utiliser en environnement de test pour ne pas casser vos tests parce que les traductions ont changé. Vous testez vos clés de traduction qu'elles s'affichent bien. Et petite astuce aussi, pour être totalement indépendant, vous lancez ce cron tab, vous installez ce cron tab sur vos serveurs, donc que ce soit en dev, en local, en pré-prod, en staging, dans tous les environnements. Et ce cron tab, en fait, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 15 minutes, il va aller télécharger les traductions sur les API des software as a service que vous avez configurés, le ou les. Et avec ça, vous êtes sûr d'avoir tout le temps vos traductions à jour. Et donc, vous réfléchissez vos traductions, non plus sous forme de quelque chose qui va être dans votre code, que vous avez versionné dans Git, mais un peu comme le dossier upload média, dans lequel vous uploadez les médias. Donc pareil, ce dossier-là, bah, il est vide par défaut dans Git, et il va être rempli sur vos différents environnements. Sur la prod, vous allez avoir les fichiers de prod, d'upload, et sur le local, vous allez avoir les fichiers locaux. Et ben, les traductions, c'est pareil. Vous n'avez plus besoin de les versionner dans Git si vous avez un software as a service. Vous avez un cron qui les télécharge automatiquement pour vous. Ça permet de les avoir toujours à jour. Les outils d'utilisation de manipulation des messages maintenant. Donc, cet outil-là dans le profiler nous permet de lister les clés de traduction que vous avez ajoutées dans le code mais qui sont manquantes dans les fichiers de traduction et dans vos services en ligne. Donc, vous pouvez tout sélectionner et tout envoyer. Vous faites send, selected translation, tout ça. Ça va synchroniser vos fichiers et les API, ajouter les nouvelles clés et avec une traduction vide. Et donc, les traducteurs vont être capables de traduire maintenant ces messages-là. Et ensuite, le cron va télécharger vos traductions. Si vous avez besoin de traduire dans votre langue maternelle, vous pouvez le faire aussi. Le profiler, il y a l'outil dans le profiler qui vous permet d'éditer la clé et donc de traduire directement dans la langue que vous connaissez. L'interface web, elle vous permet d'avoir d'un coup le statut de toutes vos traductions par domaine et par langue. Donc vous voyez dans quel état est votre application en termes de traduction, vous voyez si vous en manque. Si c'est rouge, c'est qu'il vous en manque beaucoup. Donc il faut booster les traducteurs pour qu'ils finissent leur boulot. Ça, évidemment, c'est à sécuriser. Hein. Vous mettez ça dans votre admin, derrière un firewall, mot de passe, tout ça. Vous pouvez aussi, à travers cette interface, éditer les traductions. Alors, attention, l'interface, elle est très basique. Il n'y a pas de bouton validé. C'est quand vous perdez le focus du champ que ça envoie une requête Ajax pour synchroniser la traduction. Le Edit in Place, c'est le truc un petit peu magique. On a une seule traduction dans notre fichier XLF. On clique sur le petit crayon, ça rend éditable la clé de traduction, on l'édite directement, on valide, on retourne dans le XLF et on voit que notre clé est apparue avec sa traduction. Ça à utiliser avec parcimonie. C'est pareil à mettre derrière un rôle. Alors, il y a moyen de facilement, à travers la config, de sécuriser cet outil-là. Parce qu'évidemment, vos utilisateurs anonymes ne doivent pas pouvoir accéder à ce truc-là, hein, sinon ils vont flinguer votre site. Mais ça permet à des gens qui ne sont pas du tout techniques, comme des chefs de projet ou des relecteurs ou des rédacteurs, de corriger une faute s'ils la voient, sans avoir besoin de venir embêter le développeur en lui disant « Hey, il manque un S, tel mot sur la home page, il faudrait déployer maintenant ». Bah non, tu te connectes à ton compte, tu peux aller sur le site lui-même, tu as accès à l'outil d'édition et tu peux corriger la faute toi-même. Et cette correction va être synchronisée ensuite avec les fichiers, avec les services en ligne, et on rentre dans la boucle de téléchargement des crons qui vont synchroniser tous vos environnements.
Pour ce qui est de la nomenclature des clés, l'organisation PHP Translation propose une solution, donc ce tableau, de traduire tout ce qui est commun à vos formulaires, donc les labels, les flash messages, les error messages, les messages d'aide, très simplement à label.foo, error.foo, etc. De traduire vos titres avec le suffixe .heading, tous les paragraphes, de les indexer à partir de 0, le suffixe .html qui permet de montrer que la clé peut contenir du HTML, et que donc, dans Twig, nous, on va mettre un pipe-pro derrière pour interpréter le HTML. Et à la fin, tout ce qui est particulier, vous le spécifiez avec vendor, bundle, controller, action. Enfin, vous faites tout le chemin depuis la racine de votre application pour être le plus précis possible pour savoir de quoi parle la clé. Où est-ce qu'elle est utilisée, dans quel contexte. Et pour tout le reste, les textes communs comme oui, non, connexion, déconnexion, etc. Vous mettez juste le mot en anglais, ça peut suffire. Par défaut, on met les clés de traduction en anglais, mais sous forme bien découpée comme ça. Pas sous forme de message complet avec des espaces, des majuscules, etc. Tout en minuscules avec des points. Vous l'aurez compris, un service en ligne et PHP Translation, c'est un peu le Graal pour ce qui est de la traduction. Enfin, nous, c'est ce qu'on a trouvé en tout cas dans le projet Webbus, parce qu'on a réussi à régler la majorité des problèmes qu'on avait. On a une convention pour la nomenclature des clés. On a réglé le problème du stockage, puisqu'on stocke dans un service en ligne et on synchronise les XLF en local, en pré-prod, en prod. On a des outils d'édition de messages pour chaque type d'intervenant. Donc, les développeurs peuvent ajouter les clés, modifier, ajouter des traductions dans leur langue native. Et le reste des intervenants ont accès soit au service en ligne, soit à la web UI, soit au edit in place. Et on retrouve l'indépendance vis-à-vis des développeurs pour corriger une faute, puisqu'il y a l'écran de table qui synchronise automatiquement les environnements avec les nouvelles traductions et les corrections de traduction. Donc, plus besoin de venir taper sur l'épaule du développeur pour dire hey, « tu peux corriger le S que j'ai oublié ». En résumé, le rôle de chacun. En premier, les développeurs sont chargés d'ajouter les clés de traduction. PHP Translation va les envoyer à la fois dans les API que vous avez configurés et dans les fichiers XLF. Les traducteurs, eux, en deuxième étape, traduisent les clés de traduction et font toutes les traductions dans toutes les langues, à travers les interfaces du service en ligne ou de la web UI si vous n'avez pas de service en ligne. Et ensuite, on a le cron tab qui, de façon régulière et infinie, va aller télécharger les traductions, et va aller écrire dans les points XLF de chaque environnement. Et là, vous avez un workflow complet qui permet de bien définir le rôle de chacun et d'automatiser le déploiement de traduction. On a réglé plein de problèmes, mais il en reste. On n'a pas encore trouvé la solution miracle pour le front-end. Alors, il y a Bazinga JS Translation Bundle qui existe, qui peut potentiellement faire le boulot. Nous, on ne l'a pas essayé parce qu'on n'en a pas eu ultra besoin. Marc, juste avant moi, parlait aussi dans son architecture de récupérer les messages dans une application React. Donc peut-être qu'il a trouvé une solution qui peut être pas mal, il faudrait aller lui parler. Il reste un problème dont j'ai parlé avec Nicolas Grecas il y a quelques temps sur la gestion du cache dans le bundle Symfony de PHP Translation. Je ne vais pas le détailler parce que c'est un peu complexe, mais il y a un petit problème de gestion de cache. Donc il y a une issue qui est ouverte. C'est pas impossible que l'issue migre de ce bundle vers Symfony parce que c'est peut-être un problème dans Symfony, on n'a pas encore investigué à fond. Et il y a la traduction des routes qui, nous, a été un besoin qu'on a eu. Et on a utilisé JMS i18n Routing Translation Bundle, je crois. Et sauf que depuis quelques jours, il y a une PR qui propose l'internationalisation des routes directement dans Symfony, qui a été mergée et qui va sortir dans 4.1 au mois de mai. Et ça, c'est super cool parce qu'on va pouvoir enfin se séparer de ce JMS Translation Routing Bundle que nous, on n'apprécie pas trop parce qu'il met plein de préfixes devant les routes et que du coup, ça rend la manipulation compliquée. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec ces outils? Oui. Si vous utilisez des services de traduction en ligne, de gestion de clés qui n'ont pas de storage adapter, je vous invite fortement à contribuer. Donc il y a LingoHub qui n'est pas fait, il y a PO Editor qui n'est pas fait. Si par le plus grand des hasards, vous stockez vos traductions dans Redis ou avec Doctrine, pareil, vous pouvez faire un storage adapter. Il y a une interface à implémenter avec 3 ou 4 méthodes, je crois. C'est vraiment pas compliqué à faire. On a besoin de gens pour améliorer les outils d'édition. Comme vous avez vu, la web UI, elle est très simpliste. C'est quelques lignes de JavaScript, histoire de faire le boulot en Ajax, mais il y a moyen d'améliorer l'UX de cette interface. Et surtout, on a besoin de gens pour battle-tester un max de configurations différentes. Si vous avez 2 services en ligne en même temps, être sûr que ça synchronise bien les deux.
Si vous avez énormément de fichiers de traduction, bien être sûr que ça écrit dans le bon à chaque fois. Donc voilà, on a besoin de gens pour faire évoluer le package, les outils qui sont derrière. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous devez traduire votre application, hein. Même si au début, vous êtes sûr que vous n'avez qu'une langue, que de toute façon, on ne traduira jamais, eh ben, au moins, vous aurez le mérite de découpler votre texte d'interface de votre code, et vous pourrez le gérer à part entière. Donc vous pourrez déployer des corrections de fautes sans déployer de code, et ça, c'est cool. Donc choisissez un SaaS, Composer, Rect, PHP, Translation, Symfony Bundle. Utilisez ou créez un storage adapter. Expliquez à votre équipe tout le workflow de traduction. Vous les réunissez une demi-heure, vous leur expliquez comment ça marche. Vous pouvez reprendre le schéma que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et les slides seront en ligne. Et vous les formez aux outils. Vous leur montrez comment marche le SaaS que vous avez choisi, si c'est Loco, si c'est Transifex ou autre chose. Vous créez des comptes à tout le monde et vous leur permettez d'être autonomes au niveau des traductions. Et là, vous allez gagner en productivité, ça va être efficace, vous allez plus vous prendre la tête de hey, est-ce que j'ai déployé les traductions avec le code ou est-ce que j'ai oublié de vider le cache. C'est PHP Translation avec le cron tab qui s'en occupe et vous allez voir que c'est génial. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous écoute. Il y en a une là. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Ouais, c'était là. Est-ce que justement dans cette partie PHP Translation, on a une partie qui prendrait aussi en charge la traduction des traductions en base de données en fait. Par exemple, je sais pas, on a un listing de produits et on veut tel produit en français et en russe. Quelle est la best practice? Parce que c'est vraiment une problématique que j'ai et sur laquelle j'ai jamais trouvé de solution idéale. Ouais. Et voilà, parce que là, on parle vraiment que de la traduction des templates, en fait. Ouais, là, on parle de la traduction de l'interface utilisateur, donc des labels, des menus, des textes. La traduction du contenu, comme je disais au début, c'est quelque chose d'encore à part dans la traduction. On en a eu aussi besoin sur Webus, et je pourrais, je pense, faire aussi 30 minutes là-dessus sans problème. On a utilisé EasyAdmin Bundle, on a utilisé 2-3 autres bundles qui nous permettent de traduire en base de données le contenu éditable qu'on a dans EasyAdmin, et donc d'avoir des onglets dans chaque formulaire d'édition de nos entités avec les différentes langues. Et donc on a un champ par langue. Donc après, c'est un bundle qui s'occupe de gérer ça dans la base de données. Mais pour moi, c'est de la traduction d'éditable, donc ça ne rentre pas dans la traduction de l'interface. En fait, on a bien décorrélé les deux, parce qu'en réalité, ces deux choses sont décorrélées. Il y a les besoins de traduction d'interface qui ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes outils que la traduction de contenu. Donc il y aurait moyen de faire 30 minutes, et je pense qu'un jour, je le proposerai, ce 30 minutes sur la traduction de contenu. Volontiers. Voilà. Merci. Là, il y en a une. Ah, il y en avait une là-bas, désolé. Bonjour. Bonjour. Alors, si on dit traduction des applications, il y a derrière les traductions des URL aussi. Ouais. D'après votre retour d'expérience, comment vous avez géré ça? Alors, du coup, même chose. C'est les trois choses que j'ai décorrélées au début. Alors, je vais essayer de revenir rapidement tout en parlant. Il y a la traduction de l'interface, la traduction du contenu et la traduction des URL. Nous, à la fin, pour la traduction des URL, on a utilisé JMS i18n Translation Bundle. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle ce bundle. Permet de traduire les URL. Alors, je ne sais plus où c'est. C'est là, voilà. Troisième truc. Pour la traduction des URL, nous, ce qu'on a choisi, c'est donc ce bundle-là qui permet de traduire les URL dans un fichier YAML. Et ce fichier YAML, il est aussi dans le dossier Translations de Symfony. Mais on a fait attention à ne surtout pas l'envoyer sur Loco pour que les traducteurs n'aient pas la main sur les traductions d'URL, parce que ça peut potentiellement péter plein de choses sans qu'on soit au courant. Donc ça, c'est nous qui gardons la responsabilité de la traduction des URL. On demande à l'équipe SEO de nous envoyer un plan d'URL, et ensuite on remplit la configuration de ce bundle-là. Donc maintenant, dans Symfony 4.1, au mois de mai, on aura la fonctionnalité de traduction, d'internationalisation des URL. À travers les annotations de route, on pourra directement inclure ici la traduction des URL dont on a besoin. Et de mémoire, il y a un loader en XML, un loader en YAML et un loader en PHP. Et ça n'impacte pas après le référencement? Alors ça, après, c'est à l'équipe SEO de définir de comment traduire les URL, de comment construire les sitemaps, etc. C'est problématique SEO. Mais pour nous, techniquement, la gestion de traduction d'URL, ça peut se faire à travers un bundle ou bientôt avec Symfony directement natif. Merci. De rien.
Il y en avait une là, je crois, qui attendait. Alors déjà, merci pour le talk, c'était bien cool. Pour le bundle de traduction des routes, nous on en a utilisé un qui est plutôt sympa, c'est BSimple X8N. Voilà, ça faisait un peu le taf. Ok, je ne connais pas. Voilà. Donc s'il fait le taf, super. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc 2 questions. Ouais. La première, c'est comment tu gères le cas où tu as un plantage dans ton cron, genre le fichier est vide et tu uploads un fichier vide de traduction sur ta prod, genre est-ce que tu versionnes, est-ce que dans les SaaS comme Low-Code tu as mentionné, enfin la base est backupée régulièrement. Deuxième question, donc ton cron de 15 minutes qui va uploader donc les fichiers XLIF sur ton serveur. Alors, le cron, il télécharge le... Qu'il les télécharge exactement sur le serveur. Est-ce que tu as eu une problématique ou une solution simple pour gérer du cache varnish derrière? Parce que du coup, il faut réinvalider ton cache varnish. Voilà. Ok, merci pour les questions. Alors, pour la première, en cas de plantage, pour le tester, c'est pas dur. Tu lances la commande, tu coupes ton réseau, tu regardes ce qui se passe. Du coup, on l'a fait, et en fait, ça n'écrit pas dans le fichier tant que le téléchargement complet, la requête, n'est pas fini. Donc ça met tout en mémoire, et une fois qu'on est sûr d'avoir récupéré tout le contenu, et qu'on a mis ça dans le dumper, on écrit dans le fichier. Donc, on n'a pas vu de cas où on a corrompu le fichier, où il était vide à la fin, il n'y a pas eu de souci là-dessus. C'est plutôt bien testé, ce truc-là. Deuxième question, pour gérer Varnish et les caches frontaux qu'on peut avoir, c'est pas moi qui ai géré cette partie-là et je me souviens plus comment on a fait, mais je me souviens qu'on l'a géré. On me fait... Non, on l'a pas géré. Ouais, merci Greg. Parce qu'il a bossé avec moi sur le projet. On attend 1 heure que Varnish se vide et que le cron repasse surtout. Et du coup, on revide le cache. Parce que le problème de cache dont je parlais à la fin sur la dernière slide, c'est un peu lié à ça. Et bon, c'est pas super clean, faites pas ça. À la fin, quand on a trop de problèmes et qu'on voit qu'il nous manque des traductions, on va tracher tout le cache de Symfony. Très mauvaise chose, ne faites pas ça. Mais pour l'instant, c'est le problème qu'on a avec cette issue qui est ouverte. Et je pense qu'on va en parler avec Nicolas dans la journée. On va essayer de trouver une solution et proposer une pull request. Merci pour les questions. Oui, il en reste une. Est-ce qu'il prend en compte les langues RTL de right to left? Ouais, voilà. Alors ça, c'est pas du tout un problème. Tobias, dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'origine de l'organisation, a fait un talk sur les traductions au SF Live à Londres l'an dernier. Et il parlait des langues RTL, et du coup, lui, ce qu'il a fait, la solution qu'il proposait, c'est un event listener sur le kernel, que s'il détecte une locale qui est une langue RTL, il rajoute les tags qui vont bien sur HTML, il rajoute les tags qui vont bien partout, et en fait, il fait tout le traitement qu'il a besoin de faire spécifique pour une langue RTL. Donc, je pense que tu peux récupérer ces slides, voir comment il a fait, et adapter ça sans problème avec PHP Translation. Il n'y a pas de souci. Merci à tous, merci Mathieu. Ok, pardon. Merci beaucoup.